Donc, on m'a demandé au pied levé de présenter cette bête. Donc je n'ai rien préparé, je vais le faire. François Brune est l'intellectuel antipublicitaire en France, même en Navarre, dans le monde, je ne sais pas, en France. Il a commencé sa production antipublicitaire par une série d'articles dans les années 70 dans le journal Le Monde. Et à la fin des années 70, alors ces articles consistaient en une activité qui, à mes yeux, très coupable, j'entre dans le vif du sujet, c'est l'analyse des messages publicitaires. Il prenait un message, un spot par exemple, ou une affiche, et il l'analysait sur le plan de la sémiologie, puisqu'il est sémiologue de culture, il est professeur de lettres et d'inspiration sémiologique. À la fin des années 70, il a réuni tous ces articles, qu'il a évidemment remaniés pour leur donner une unité, et il en a fait ce que j'appelle moi, et ce que je considère comme une Bible, la Bible anti-publicitaire, qui est parue en 1981 chez Gallimard, qui a été épuisée, ce qui est assez rare pour ce genre de livre un peu austère, donc réédité, réimprimé une autre fois. Et ce livre qui s'appelle Le Bonheur conforme, que vous trouverez sur la table, et donc a toujours paru à mes yeux comme étant tout ce qu'il y a à dire sur l'analyse fine du système publicitaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche dans le système publicitaire? Ce qu'on peut lui reprocher, c'est un réquisitoire qui aborde tous les aspects du problème. C'est un livre de haute pédagogie qui se lit très facilement. Donc s'il faut lire un livre sur la publicité, c'est celui-là. Il faut commencer par celui-là. Et peut-être finir. Nous nous sommes donc naturellement rencontrés. Moi, de mon côté, j'avais lancé une feuille il y a 25 ans qui s'appelle toujours le Publiphobe. Et la rencontre avec François Brune s'est faite en 1991. Nous nous sommes écrits en 90, nous nous sommes rencontrés en 91. Anecdote, pourquoi avons-nous mis un an à nous rencontrer? Une des raisons principales, c'est que je lisais Le Bonheur et que j'avais avec ce livre un rapport de fascination. C'était tellement ce que je pensais, et écrit avec une telle limpidité que j'ai eu du mal à le lire, j'avais du mal à avancer. Et j'ai mis des mois et des mois à le lire. Nous avons fini par nous rencontrer, et l'année suivante, en 92, nous avons créé l'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire. RAP a 3 fondateurs, donc vous en avez 2 devant vous, le troisième n'a pas pu venir puisqu'il est mort. Et ce qui est intéressant, et ça rejoint, ça complète ce que disait le président RAP il y a un instant, Khaled, c'est que les 3 fondateurs étaient très complémentaires. Il y avait un publiphobe anarchiste, de fibre activiste, un intellectuel sémiologue, et le troisième, qui est mort, c'était un philosophe non violent, René Macaire, d'inspiration gandhienne. C'est très intéressant ce triptyque, ce trio plutôt, parce que ça explique un peu la nature du sang qui coule dans les veines de RAP. Activisme, non-violence, analyse du système. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Nous avons cheminé ensemble. Moi, je suis devenu de plus en plus activiste, lui est devenu de plus en plus intellectuel. Donc, nous avons des rapports chien et chat. Il ne vient jamais dans les actions antipublicitaires. Moi, je le sais. Donc, il y a quand même un décalage. Non, c'est aussi un argument pour une présentation, je ne pratique pas la langue de bois. Mais il le sait, c'est vieux. Nous avons des rapports de vieux couples. Et donc ces livres se sont accumulés, ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres, les médias pensent pour moi,
Il est aussi collaborateur, il a été longtemps, je ne sais pas si il est toujours au Monde diplomatique, plus ou moins, oui. Enfin, il a été très longtemps, et il est toujours plus ou moins, le monsieur anti-publicité, ou non, le monsieur publicité du monde diplomatique. Quand dans le monde diplomatique, depuis 20 ans, vous trouvez des articles sur la publicité, c'est signé. Et ces articles sont aussi valables, évidemment, aussi importants que son livre, Le bonheur mondial. Voilà, je crois que je vous ai brossé le tableau en quelques mots, je m'arrêterai là. Voilà, je crois n'avoir rien oublié d'essentiel. Je te laisse la parole. Merci. Alors, je suis naturellement très embêté de ce qu'il vient de dire. Je me disais, au début, c'était bien. Il faisait la publicité de mon livre. Et puis, tout d'un coup, il me présente comme intellectuel un peu déphasé. Naturellement, plus personne. Il a quand même dit que c'était facile à lire. D'ailleurs, il a mis 2 ans à le lire. Vous voyez. Alors, bon, sachant que le titre de cette conférence, bon, il a à peu près tout dit sur moi, on peut ajouter quand même quelque chose. C'est effectivement, pendant 3 ans, de 77 à 81, j'ai écrit dans la rubrique Radio-Télé du Monde des comptes rendus, des analyses, pas simplement de publicité, aussi de certains aspects dominants de la publicité, comme le piège à plusieurs voix. Bon, et je me suis aperçu en 1980, quand Thomas Ferenczi, qui chapeautait le service radio-télé, est passé au service étranger, on m'a dit que mes articles étaient trop longs. Alors j'en ai fait des cours, de plus en plus courts, puis un beau jour, quelqu'un m'a dit « Mais vous savez, les annonceurs ont fait des pressions sur la direction, et vos articles sur la publicité, c'est plus possible maintenant. » Et ça, c'était en 1981. Voilà. Il faut quand même le savoir. En d'autres termes, non seulement j'ai écrit dans Le Monde, ce qui est déjà très beau, mais en plus j'ai été viré. Alors là, c'est l'Assomption du héros, et je suis devenu le Messie d'une certaine Bible. Alors, en ce qui concerne la violence de l'idéologie publicitaire, effectivement, Yvan dit bien qu'au départ, je suis arrivé comme prof de lettres, habitué à faire des analyses de discours, pas simplement du discours littéraire, mais aussi du discours politique, du discours sportif. Et ce qui était intéressant, c'était de voir comment ça fonctionne. Donc, décrypter, déconstruire le langage publicitaire. Et très très vite, j'ai pris conscience de ce qu'était une idéologie. Ce langage, c'est pas simplement quelque chose, c'est pas simplement une technique de la signification, c'est aussi une manière d'instiller dans l'esprit des gens, de formater une vision du monde, c'est-à-dire une idéologie, une vision du monde qui est axée sur, évidemment, la consommation, la logique même, la philosophie même de la société de consommation. Alors, avant de parler, alors là, bien entendu, on va parler de la violence publicitaire. La violence publicitaire, c'est 2 choses, et c'est pour ça que Yvan et moi, nous sommes complétés. C'est d'une part le système extérieur qui envahit le champ public, qui oppresse, qui opprime même, qui est encore plus, et naturellement, il est encore extérieur à nous. Mais c'est aussi la façon dont la philosophie publicitaire crée en nous-mêmes un être réduit à la consommation, qui n'arrive à chercher son bonheur que dans la consommation, et qui naturellement rate, il est foncièrement malheureux. Alors là, je vais aujourd'hui essentiellement essayer de montrer l'aspect intérieur, c'est-à-dire comment est façonné par le discours publicitaire, par l'idéologie, l'idéologie étant à la fois une vision du monde et un mode d'emploi de la vie qu'on peut avoir dans le monde. Et cette idéologie publicitaire, alors j'ai trouvé 5 axes de formatage de la personne par la publicité. Je vais donc parler d'abord, je vais donner tout de suite mon plan, du niveau de l'achat, du formatage au besoin d'acheter, du niveau de la consommation, c'est-à-dire du formatage à un style de consommation, du modèle de bonheur. Alors là, je vais m'étendre un petit peu, parce que ce modèle de bonheur est extrêmement intéressant, d'autant plus que c'est un faux bonheur, mais très très fort pour passer pour vrai, du modèle de communication, car la publicité prétend s'appeler communication,
alors qu'elle est en fait propagande, et les gens croient que communiquer maintenant, c'est faire sa propagande, c'est s'exhiber d'une façon médiatique. Et puis, il y aura un dernier point que j'analyserai, qui est la publicité comme mode de pensée. Quel est l'effet qu'elle peut avoir sur la façon de penser, et plus précisément pour moi, comment tente-t-elle au jour le jour de déstructurer ce que l'enseignement de français que j'ai fait essayait de structurer. Voilà. Alors avant d'entamer ces 5 points, je vais donner quand même une citation d'Épictète. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et voilà ce que dit Épictète. Attendez ça, oui, oui. Le pied est la mesure de la chaussure. Bon, là, vous ne pouvez pas comprendre, j'y reviendrai. Le pied est la mesure de la chaussure. Si tu vas au-delà de ce qu'il faut à ton pied, tu prendras un soulier doré, puis un soulier de pourpre, puis un soulier brodé. Une fois qu'on a dépassé la mesure, il n'y a plus de limite. Eh bien, quelques siècles avant Jésus-Christ, Épictète nous disait un petit peu ce qu'était que la philosophie publicitaire, c'est-à-dire avoir toujours des objets qui dépassent notre besoin, qui ne sont pas à la mesure de notre nature humaine. Bon, ça, c'est une première citation. Je vais tout de suite faire une deuxième citation, qui est très intéressante aussi, alors, qui est d'un petit ouvrage légèrement gauchisant, je m'en excuse, c'est Le Petit Larousse, bien sûr, à la rubrique Consommation, en 2001, c'était tout nouveau, le Petit Larousse a défini l'expression société de consommation. Très intéressant. Alors, il y a 3 ans, ça y était toujours. Je n'ai pas vérifié si ça y est encore. Et voilà ce que dit le Larousse. Société de consommation. Société d'un pays industriel avancé où l'économie, pour fonctionner, s'efforce de créer sans cesse de nouveaux besoins et où les jouissances de la consommation sont érigées en impératif au détriment de toute exigence humaine d'un autre ordre. Bon, alors, normalement, une fois que j'ai dit ça, je devrais dire, écoutez, c'est peut-être pas vraiment la peine que je fasse ma conférence, tout est dit, je vais simplement apporter quelques précisions. Voilà ce qu'on trouve dans le Larousse, et c'est quand même extrêmement intéressant, et c'est-à-dire ça nous explique pourquoi la croissance piétine, parce que les gens finalement, soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas envie de consommer davantage. Et j'en viens à ma 3e citation, qui est de Jean-Marc Sylvestre. Elle est excellente. Elle est excellente. Vous allez voir pourquoi elle est excellente. Parce que c'est la définition même de ce qu'on appelle la marchandisation des besoins humains. Qu'est-ce qui pourrait faire que nous consommions davantage? Voilà le problème. C'est Jean-Marc Sylvestre, c'est Hollande, c'est Sarkozy, tous. Bon. Même Merkel, enfin bref. Eh bien, ce qui pourrait nous faire consommer davantage, c'est d'abord les désirs, les envies. Parce qu'on continue d'avoir des désirs, des envies. Oui. Et transformer ces envies en besoins, on peut tous le faire. Voilà. De besoins, bien entendu, qui donnent lieu à un achat. Bien entendu, c'est ça que veut dire Jean-Marc Sylvestre. Vous voyez que tout se complète et que, effectivement, on voit tout de suite que l'idéologie publicitaire est, dans la société de consommation, la face publique de ce qu'est l'impératif économique, faire consommer les gens. Voilà. C'est-à-dire transformer des besoins, des désirs, des envies qui sont d'un tout autre ordre, comme dit si bien le Larousse, besoins marchands qui vont nous faire crac. Voilà, en allant acheter. Premier niveau, donc, de la modélisation de nos pulsions naturelles, le désir d'achat. Le désir d'achat, classiquement, bien entendu, c'est, tout le monde le sait, des publicités répétitives qui veulent attirer votre attention, attirer votre intérêt, susciter un désir et vous faire acheter. Très bien. À ce niveau-là, la plupart des gens disent « Oh, moi, je résiste très bien aux publicités. Je n'achète que ce dont j'ai besoin. » La question est à ce moment-là, comment savez-vous
ce dont vous avez besoin. Quel est votre besoin? Et naturellement, cette question-là, on ne se la pose pas trop, parce que lorsqu'on se met à poser la question « quel est mon besoin ?», on finit par se demander si on a besoin de son besoin. C'est quand même quelque chose de très ennuyeux. Bon. Il y a une autre chose qui arrive aussi, c'est que, à partir du moment où on a un certain nombre de besoins qui sont plus ou moins satisfaits, on n'a plus envie d'avoir des besoins. On piétine. Et les publicitaires le savent d'autant plus qu'ils ont lancé une publicité, à parler d'eux, il y a quelques années, mais je vais citer que des slogans emblématiques. « Je n'ai d'envie que si l'on m'en donne ». C'est extraordinaire, car le fait d'assister à une société où les échats sont devenus des rituels pratiquement obligés. D'abord parce que tout le monde achète, d'abord parce que d'autres achètent un produit que vous n'avez pas, d'abord parce que toute la vie de la cité est échelonnée sur des fêtes, des saisons, des moments où il faut acheter telle ou telle chose, et où les publicitaires, sentant parfois que vous n'avez plus besoin d'acheter pour vous-même, jouent la carte du cadeau, acheter pour faire plaisir à d'autres. Et ceci, ça crée quand même une sorte de pulsion d'événements dans la vie qu'il faut renouveler souvent, parce que sinon, vous avez le sentiment de ne plus exister. Donc, nous nous trouvons en face d'un certain nombre de personnes, de citoyens, d'enfants, qui tout d'un coup n'ont plus vraiment besoin, mais ont besoin quand même d'acheter, ce qui fait qu'un jour, je n'ose pas le dire parce que c'est méchant, enfin non, c'est pas méchant, c'est vrai, j'y assisté. Une de mes collègues entre en salle de prof, elle se frappe le front tout d'un coup et se dit ah, il y a 15 jours que j'ai rien acheté. C'est vrai, hein. Je suis féministe, rassurez-vous, comme tous les misogynes. Bon, mais ça fait rien, quand même. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. La fille d'un autre collègue, d'après ce collègue, me dit, pensez, ma fille est très généreuse, elle éprouve le besoin d'offrir une chemise tous les jours, mais tous les jours, elle a besoin d'en acheter une nouvelle. Voilà. Alors, autre élément qui essaye de susciter chez les gens ce besoin d'achat qu'ils n'ont plus, eh bien, il y a un slogan, c'est ERA, qui vous dit « ERA augmente votre vouloir d'achat ». C'est extraordinaire. Quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a, par le biais de ce conditionnement permanent qui vous fait saliver devant des vitrines, alors que vous n'avez plus vraiment envie, qui vous donne le shopping comme l'un des divertissements principaux que l'on peut avoir quand on vit en ville, eh bien, devant cela, il y a comme une panne de la consommation chez un certain nombre de personnes. Bien entendu, c'est toujours parfois lié aussi aux moyens financiers, mais il y a quand même, ça existe. Alors que faire pour relancer des besoins qui puissent se traduire par des achats? Vous avez un deuxième système qui est l'espèce de conduite, de style de consommation que toute publicité réunie, les publicités mettent en avant. Parce qu'on oublie toujours qu'une publicité, ça n'est jamais simplement une publicité. Elle appartient à un système d'ensemble avec un certain nombre de fréquences au niveau de la rhétorique qui est développée, avec aussi un monde qui vous entoure et qui, lui, va pouvoir consommer, de sorte que des publicités vous donnent toujours le sentiment, lorsqu'elles lancent un produit, que tout le monde l'a déjà, est heureux, est en avance sur vous. Comment? Tu n'as pas vu le Titanic? Bon, par exemple, pour les films, etc. Il faut avoir vu ce que tout le monde voit, il faut avoir acheté ce que tout le monde possède, et si vous jamais vous posez la question tout seul, mais pourquoi faire un portable? On vous regarde de travers, comment? Vous n'avez pas de portable? Je n'ai pas de portable. Comment? Tu n'as pas vu le Titanic? Je n'ai pas vu le Titanic. Bon, alors naturellement, parfois on se dit, oh je veux le voir, pas tellement que je sais de la publicité, mais pour pouvoir en parler avec les gens qui l'ont vu. Et d'une certaine manière, les publicitaires essayent de ce moment-là d'entrer dans vos conduites de vie et proposent des conduites de consommation à mimer. Le mimétisme est un des éléments essentiels de l'argument publicitaire. Donc on a un premier niveau de conditionnement, c'est le désir d'achat, vous êtes face au produit, vous êtes face à votre achat, à votre besoin. Un deuxième niveau, mais si vous n'avez pas besoin, parce que les autres ont acquis, ou semblent avoir acquis, ou semblent avoir aimé ce produit, eh bien on va exciter chez vous ce qu'on peut appeler une sorte d'intimidation majoritaire. Si vous n'avez pas ce produit, vous allez être minorisé. Dans les cours de récréation, et même pas, et même
avant d'entrer dans les lycées et même dedans, effectivement, en 5e, 6e, 4e, il est bon d'avoir certains vêtements de certaines marques. Sinon, vous allez être pointé du doigt comme celui qui n'est pas en phase. Et ça, c'est quelque chose qui est naturellement très intéressant. La publicité joue toujours à l'idée que ce qui est nouveau est en progrès par rapport à ce qui est ancien. J'y reviendrai tout à l'heure en ce qui concerne la dialectique du vieux et du nouveau. Il est entendu que je me présente comme vieux. Alors, ne croyez pas. Alors ça, c'était le deuxième point que j'aurais pu développer, mais ce désir de consommation... Vous voulez peut-être un exemple d'eux, non ouais, bon. Oui, il y a cette idée, par exemple, que les produits de beauté. Bon, les produits de beauté sont une chose. Vous pouvez très bien être naturellement beau ou belle. La plupart des gens le sont. La plupart des femmes sont jolies. Il ne faut pas voir, il faut parfois trouver sous quel angle. C'est la même chose pour les hommes, etc. Mais il y a effectivement besoin, certains, de produits. Pourquoi des produits de beauté? Quand je disais, j'ai eu 3 filles, qui avaient 15-16 ans, mais tu n'as pas besoin de produits de beauté, tu es belle par nature, tu es belle à cause de ton âge. Pourquoi un produit de beauté? Eh bien, parce que la beauté ne saurait être que produite. Pourquoi un jean? Parce que tous les jeunes portent un jean. Que vous soyez garçon ou que vous soyez fille. Il m'a donné naturellement l'envie un jour de faire un jeu de mots sur la mode andro-jean. Bon, eh bien, si vous prenez maintenant les boissons sucrées, vous avez envie d'une boisson sucrée ou d'une boisson tout court pour vous rafraîchir. C'est une chose qui est très bien. Mais pourquoi se rafraîchir nécessairement avec un soda de telle ou telle marque, le drink des gens raffinés, par exemple? Voilà, pourquoi? Vous n'en avez pas besoin. Mais les conduites de consommation sont telles qu'elles naturalisent vos besoins. Vous croyez avoir besoin de ce que les autres semblent avoir acquis, des conduites de consommation que les autres suivent, et si vous ne faites pas comme les autres, vous vous sentez largué par le troupeau. Ça, c'est quelque chose qui est un deuxième élément qui, naturellement, fait violence, car on est en état de minorisation quand on ne consomme pas, comme tout le monde, dans des groupes. Bon. Troisième élément, le modèle de bonheur. Quand on regarde les publicités, non pas une ou deux, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de les mettre en rapport les unes avec les autres. On s'aperçoit qu'il y a un certain nombre, je parle assez fort, non? Ça va? Bon. Il y a un certain nombre d'arguments qui reviennent, de manière de valoriser les produits qui reviennent. Vous avez par exemple la sexualisation des produits. Bon, c'est peut-être pas la peine que j'insiste, c'est éternel, ça n'a pas bougé depuis 40 ans, c'est toujours la même chose. Et bien entendu, c'est toujours aussi la même déception. Parce que lorsque vous voulez avoir comme partenaire un produit fortement sexué, avouez quand même que ça n'apporte pas toutes les satisfactions qu'on pourrait espérer. Bon, ouais. Alors, vous avez un deuxième élément qui revient aussi, lié à la condition, au style de consommation dont je parlais tout à l'heure, c'est l'appel au consensus. Vous êtes supposé avoir un certain nombre de besoins qui sont tous les mêmes. Si vous communiquez avec les autres dans les mêmes produits, eh bien vous vous sentez en état de convivialité. Mais l'appel au consensus devient très vite tyrannique. Nous sommes tous pour. Nous avons tous consommé du. Vous aussi, comme les autres, faites ceci. Bon. Troisième élément, qui revient très souvent aussi, bien entendu, c'est le nouveau, la logique du nouvel homo. C'est-à-dire la nécessité de changer. Il faut toujours changer. Et il faut tellement changer que quand on veut changer le changement, il va falloir revenir à quelque chose de durable. Et c'est pour ça que vous avez ce slogan, je crois, du Crédit Agricole, une relation durable, ça change la vie. C'est très intéressant de voir que ce qui est de l'ordre de la fidélité ne peut être accepté dans le monde publicitaire que sous la forme d'un changement. Il faut changer et toujours changer. Alors moi j'ai eu par exemple, lorsque j'ai réédité, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que mon fameux livre, Le Bonheur conforme, la Bible,
Eh bien, Gallimard a fini quand même par l'abandonner il y a 3 ans, en me disant, bon, c'est plus d'actualité. Alors, naturellement, c'est posé une question, j'ai essayé de voir d'autres éditeurs qui m'ont dit, il faut changer vos exemples. Mais alors, je me suis dit, alors, si je change mes exemples, je tombe en plein dans la logique publicitaire et je fais un livre qui est un livre, finalement, qui est tout à fait dans l'air du temps, quoique, je vous signale que mon livre a quand même 2 avantages. Il était dans un langage post-moderne quand je l'ai écrit en 1981, et 30 ans après, bien qu'une lettre, bien que rien n'ait changé dans le livre, c'est devenu, on pourrait le dire, un discours néoclassique. Ce qui fait que, sans avoir à changer quoi que ce soit dans mon livre, je lui ai donné un coup de neuf absolument extraordinaire. Mais surtout, ce qui m'intéressait surtout, c'était de faire en sorte qu'on mémorise bien le type de publicité qu'on a depuis 40 ans, et qu'on s'aperçoive qu'il n'y a aucun progrès dans le respect des personnes dans la publicité, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même harcèlement, on essaie toujours de vous prendre de la même manière, dans le même... Vraiment, il n'y a pas grand-chose de changé. Je dirais même que c'est devenu encore plus obscène qu'avant. Il faut voir la façon dont, sur Internet, on vous balance des publicités qui vous sautent aux yeux, on ne vous demande pas votre avis, etc. Donc ça, c'était pour le... Ah oui, le changement et le neuf, le nouvel homo. Très bien décrit dans le fameux sketch de Coluche que vous avez peut-être entendu, vous savez, avec les... Vous n'êtes pas, non? Quand il parle des campagnes jumelées entre ceux qui vendent des dragées laxatives et ceux qui vendent des nettoyants pour WC, vous savez, ça marche très bien. Oui, le nouveau est quelque chose de bien, mais la réciproque du nouveau, c'est qu'il faut bazarder ce qui est vieux. C'est très important, ça. Le nouveau, c'est « je le veux, je me l'offre ». L'ancien, c'est « j'en veux plus, je le balance, je le jette ». Et il y a finalement dans l'usage de l'argument changement des publicitaires quelque chose qui correspond parfaitement à ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Au début, le produit, c'est le nouveau parfait, mais très vite, c'est devenu le vieux archaïque. On le balance. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai cité parfois la réaction d'un de mes petits-enfants quand il avait 3 ans, et qui un jour se fait engueuler gentiment par son père, qui est une crème. Il lui dit « Tu n'es plus mon papa. Je vais te jeter à la poubelle et j'en achèterai un autre. » Alors, je ne suis pas sûr qu'il pensait profondément ce qu'il disait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a parfaitement retenu le schéma dominant à la fois de l'idéalisation immédiate du neuf et du rejet aussi immédiat. Car le produit, moi je ne suis pas contre le produit. Le produit, c'est quelque chose, quand on le regarde en profondeur, qui est le fruit d'un travail humain et qui peut être l'occasion d'une relation entre quelqu'un qui produit et quelqu'un qui utilise, qui consomme, au bon sens du terme, ce produit. Mais le produit tel que en publicité, coupé du producteur, coupé en fait du consommateur, ça devient une sorte de réalité vide qui est à la fois quelque chose qu'on va idéaliser en le couvrant de signes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est, et pour ensuite le jeter avec la même indifférence. Alors bien entendu, cette espèce d'attitude qui consiste à dire « je le veux, je me l'offre, j'en veux plus, je le jette », c'est tout à fait quelque chose de désagréable lorsque ça se met à essaimer dans les relations entre les êtres, et notamment avec les partenaires amoureux. Je le veux, je me l'offre, j'en veux plus, je le jette. Bon. J'en viens naturellement au 4e point, le devoir de plaisir. Je ne sais pas si vous êtes heureux ou pas, je ne sais pas si le mot plaisir vous fait plaisir, mais quand même, le problème des publicitaires, c'est qu'on nous offre comme plaisir des choses qui n'excitent pas forcément tout le monde. Mais voilà, et il faut être heureux à la manière des autres. Il y a un hédonisme publicitaire qui monte le plaisir qui le monte en pinacle, qui en fait vraiment le bonheur humain, alors que ça n'a rien à voir avec ça. D'abord parce que le plaisir, il faut en changer. Il y a un slogan qui dit
Le plaisir, c'est changer de plaisir. Deuxièmement, le plaisir est très souvent lié à des modes de vie, hédonistes de classe supposée aisée. La personne méprisable, eh bien, c'est le travailleur laborieux qui gagne ses sous en suant. Le pauvre paysan qui est quand même un peu gros, par opposition à la classe aisée qui possède les objets dernier cri et qui, du haut de ces objets, méprise le reste de la population. Il y a ça dans l'éloge du plaisir par les publicitaires. Et alors il y a naturellement un cinquième point, toujours, c'est le fantasme du pouvoir. À force de parler de pouvoir d'achat, on oublie que l'achat est aussi le moyen d'acquérir du pouvoir. Le pouvoir d'appuyer sur un bouton qui va mettre en route une cafetière, une machine à laver, une voiture, etc. Mais le consommateur est quelqu'un qui est séduit très souvent dans son désir de pouvoir parce qu'on lui offre des objets, des machines qui vont démultiplier, si vous voulez, leur désir d'action. C'est quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on aime bien les voitures qui vont vite? C'est extraordinaire de pouvoir s'adonner au mythe du centaure et de franchir des espaces. Eh bien, le publicitaire offre, sinon le pouvoir, du moins le mirage d'un pouvoir extraordinaire sur les objets et, à partir des objets, sur les gens, bien sûr. Il y a une publicité de 4x4 qui dit, textuellement, comme le slogan, « Dominer le monde ». Mais bien entendu, lorsqu'on dit aux gens « dominer le monde », ils sont dominés par les personnes qui leur disent de dominer. C'est le gros truc, bien sûr. Alors, je vous ai donné là quelques éléments qui reviennent tous souvent. Et il y en a d'autres. Et il y en a même un qui est central, c'est l'héroïcisation du produit. Le produit est le héros de votre vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Alors, regardez bien ici où ça va devenir compliqué. Le produit est le héros de votre vie, certes, mais pas simplement dans l'ordre matériel. Le produit, c'est pas simplement quelque chose qui va déboucher vos lavabos. Le produit, c'est quelque chose qui va vous donner aussi, par exemple, je sais pas moi, l'intelligence de la création, la transgression révolutionnaire. C'est-à-dire que toutes les valeurs traditionnelles ou pas traditionnelles sont alliées par la rhétorique publicitaire dans des produits, de telle sorte qu'on vous dit, avec le produit, vous allez avoir le rêve produit, la beauté produit, l'intelligence produit, le plaisir produit, et que sais-je encore. Bon, je pourrais vous donner des exemples, j'en ai quelques-uns que j'avais mis ici. Ah ben non, ils n'y sont plus, c'est pas grave. Oui, non, vous avez quand même, par exemple, Pharmaton Maximois. Voilà, révolutionnez vos placements. Vous avez un certain nombre de produits comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, alors, parmi les valeurs centrales et essentielles, le produit, c'est la vie. Ah oui. Attendez, la vraie. Quand même, le produit, c'est aussi la vérité. La vérité, c'est bon pour la santé. Slogan d'une revue qui s'appelle Astroforme et qui vous révèle ce que les astres savaient, que vous ignoriez, sur l'avenir qui doit être le vôtre. Donc, la vérité, c'est la santé. La liberté. Le produit, c'est la liberté. Attendez, je l'ai encore là, celui-ci. Voilà. La liberté. Une idée qui est dans l'air. Alors c'est très intéressant de voir que la liberté, l'amour de la liberté, est justifié par le fait qu'elle est à la mode. Vous pourriez très bien avoir la dictature, une idée qui est dans l'air du temps. Et toutes les valeurs sont comme ça, mises. Alors je vais vous montrer celle concernant la plus classique concernant le sexe et la publicité. Ben voilà. Vous l'avez pas vu dans un des livres dans un des casseurs de pub, non? Ça vous a fait. Ah, c'est qu'on parle de sexe, les gens sont intéressés. Alors bon, dans la revue Stratégie, il y a des annonceurs qui viennent dire aux publicitaires
ou d'autres, venez faire de la publicité chez nous. Et Playboy, ainsi que lui, ça date d'il y a 40 ans, mais ça ne fait rien, c'est simplement, font de la publicité pour dire aux annonceurs, venez faire de la publicité de vos produits chez nous, vous allez pouvoir motiver pas mal de nos clients. Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre avec le texte que je vais vous lire. La volupté inachevée, la possession imaginée, sont créatrices de tensions, naturellement résolues par leur transfert sur ce qui est possible, réel. Les magazines, lui, et Playboy, dans lesquels la beauté, le luxe sont à la fois offerts et obtenus, dénouent nécessairement les pulsions qu'ils font naître en les tournant vers le contenu publicitaire du support, transformant l'objet du désir en désir de l'objet. Wow. C'est intellectuel. Le texte est, il faut le dire, assez remarquable. Bien sûr. Alors, je vais vous lire. Ce jeu de miroir où le rêve et le vécu s'échangent apparaît comme le mécanisme le plus subtil que l'on puisse concevoir pour orienter l'esprit vers l'action, la consommation, donc l'achat. Alors vous pouvez admirer cette gradation magnifique vers l'action, la consommation, l'achat. Ça, c'est ce qu'on entend très souvent. Alors, parmi les valeurs qui sont consacrées, il y a bien entendu la libération de la femme. Ah ben oui. Alors là, je vous donne une publicité un peu plus récente, qui a simplement une quinzaine d'années, pour la journée, naturellement, de la femme, début mars 2001 ou 2002, je ne sais plus, dans un journal qui s'appelle Le Monde, voilà, 8 mars, Journée internationale de la femme, 8 mars 2002, c'est tout récent, 13 ans, il y a 13 ans, il y a 12 ans. Alors, la marque Simone Perel a voulu s'associer à la libération des femmes. Elle a raison, et voilà effectivement ce qu'elle veut dire pour célébrer la femme. Et vous remarquez que dans son anatomie, cette femme a un petit détail concret. Pourquoi pas, parce que ça manque, mais quand on y réfléchit un certain temps, moi j'ai mis du temps, au bout de 3 jours, je me suis dit, mon Dieu, mais où est sa tête? C'est une femme, et oui, c'est une femme sans tête. Moi, je ne suis pas tout à fait comme les autres. La première chose qui m'intéresse chez une femme, c'est le visage. Bon, enfin, je ne dis pas que je m'arrête forcément là, mais alors là, je me suis dit quand même, il y a un manque fondamental. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il me semble que les femmes ont une tête. On parle de femmes de tête, un esprit dans la tête, un cerveau disponible, comme tout le monde, un cerveau en état d'alerte. Bon, très souvent. D'ailleurs, j'ai épousé une femme, je suis né d'une femme, j'ai eu 3 filles, et je peux vous dire que là, l'intelligence règne. Bon. Alors, je m'en suis inspiré d'ailleurs parfois. Voilà donc, en ce qui concerne, quelques valeurs associées. Mais, il y a une valeur fondamentale qui est associée au produit, et qu'on oublie très souvent, c'est, je vous le dis, eh bien c'est le moi. Le moi. La publicité vous donne une identité. Exactement. Alors, moi et mon auto, on déteste l'incognito. Pharmaton Maximois. On est tous vaches qui rient. Je me suis vu dans la redoute. Ma crème, c'est tout moi. Ma corsa, c'est moi. En Duvernois, je suis moi. Être quitte ou rien. Être dîme jusqu'au bout. Si t'es pas Gémeaux, tu le deviendras. Ah oui, reventez-vous la vie. Je suis Palmolive, ça se lit sur mon visage. Attendez, il y en a encore. Ah oui, la publicité du 4x4. Un 4x4, écoutez votre âme. Oh. Bon, alors il y en a plein d'autres, je ne vous les dis pas toutes. Ah oui, il y a aussi celle-ci, bien sûr, que vous connaissez. Soyez différents. Pensez Pepsi.